Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on est à la séance 6 du cours de S5. Donc on a testé la dernière fois la mesure de potentiel standard d'électrode. Donc vous savez bien que dans l'état thermodynamique, on trouve toujours des potentiels normaux. Donc chaque couple Oxred est caractérisé par un potentiel normal, E0. Donc comment on a pu déterminer ces potentiels normaux? Donc chaque couple redox. Donc la première des choses qu'on a pu faire, c'est on a tout d'abord on avait défini ce qu'on appelle l'électrode normale à hydrogène, qui a été prise comme référence. Donc l'électrode normale à hydrogène, c'est une électrode formée par une électrode de platine plongée dans une solution solution acide de concentration une fois normale, dans laquelle on fait barboter le gaz hydrogène à la pression atmosphérique. Donc l'échange électronique entre H plus et H2 se fait à l'interface de l'électrode de platine. Donc on a choisi l'électrode de platine parce que l'échange électronique entre H plus et H2 se fait de façon très rapide. Donc on avait attribué à cette électrode qui a été prise comme référence un potentiel E0 qui est égal à 0. Donc pour pouvoir déterminer les potentiels normaux des différents couples inconnus, on combine l'électrode normale à hydrogène à cette électrode inconnue et on fait une pile. Donc la pile, vous savez bien que la pile fonctionne spontanément. Donc deux cas peuvent se présenter, soit que le potentiel normal du couple inconnu est supérieur à l'électrode normale à hydrogène, ou bien il est inférieur. Donc spontanément, on peut savoir si le potentiel du couple, par exemple inconnu Mn plus M, se présente comme étant supérieur au potentiel normal d'hydrogène qui est égal à 0. Donc ça veut dire si le E0 de Mn plus M est supérieur à celui de E0 de H plus H2, donc E0 de Mn plus va être supérieur à 0, puisque le potentiel de H plus H2 est égal à 0. Donc l'électrode inconnue va fonctionner comme étant cathode, l'électrode normale à hydrogène va fonctionner comme étant anode. Ben, si l'inverse, donc cette électrode va fonctionner comme anode, l'électrode normale à hydrogène va fonctionner comme cathode. Donc on va se placer dans ce cas-là. Par exemple, le couple inconnu a un potentiel normal supérieur à celui de l'électrode normale à hydrogène. Donc l'électrode normale à hydrogène fonctionne comme étant anode à l'anode de oxydation. Donc c'est H2 qui va s'oxyder, donc il va enrichir la solution en H+, et j'aurai des électrons qui vont s'accumuler sur l'électrode de platine, transférés par les fils électriques vers la cathode. À la cathode, on va avoir réduction de Mn+, qui va fixer des électrons pour se transformer en métal, M. Donc la force électromotrice de cette pile, c'est toujours EC, la cathode, moins E anode. E cathode, c'est quoi? C'est E0 du couple Mn plus M plus RT sur NF, log népérien de l'activité de Mn plus sur l'activité d'un métal pur qui est égal à 1. Et puis pour EA, l'anode, E0, donc c'est E0 de H plus H2, plus RT sur 2F, log népérien de l'activité de H plus au carré, sur la pression d'hydrogène qui est égale à 1. Donc on va nous placer expérimentalement dans des conditions les plus simples possibles. Pour simplifier l'étude, on va considérer que l'activité de Mn+, est égale à 1, que l'activité de H+, est égale à 1, et que la pression d'hydrogène est égale à une atmosphère. Si je me place dans de telles conditions, donc vous remarquez bien que EC devient sensiblement égal à E0 de Mn plus M, puisque log de 1 c'est 0, et que EA devient sensiblement égal à E0 de H plus H2, puisque log de 1 aussi est égal à 0. Donc la force électromotrice de la pile qui est égale à EC moins EA devient sensiblement égal à E0 de Mn plus M moins E0 de H plus H2. Puisque on avait fixé le potentiel normal de l'hydrogène H plus H2 qui est égal à 0. Donc la force électromotrice du couple inconnu n'est autre que la valeur qu'on lit sur le potentiomètre. Donc, la valeur affichée correspond exactement au potentiel normal du couple inconnu. Donc ça, c'est la méthode qui a été utilisée
pour déterminer le potentiel normaux des différents couples que vous connaissez bien, qui se trouvent dans les tables thermodynamiques. Mesure des coefficients d'activité moyens à partir de la force électromotrice des piles. Donc on avait bien cité que le coefficient d'activité moyen peut être soit calculé, soit mesuré expérimentalement. Donc calculé, comme le cas du coefficient d'activité ionique à partir par exemple de la méthode de Weyukel. Mais comment faire alors pour déterminer expérimentalement, pour mesurer le coefficient d'activité? On avait bien dit qu'il y a trois moyens de détermination expérimentale de gamma moyen. Soit à partir de la constante d'équilibre d'un électrolyte faible, soit à partir du produit de solubilité d'un CLP soluble, ou bien à partir, à partir de la force électromotrice des piles. Donc on avait bien vu les deux premiers cas. Ben, il nous restait ce troisième, on l'avait signalé, alors que normalement, on va entamer cette partie lorsqu'on va commencer les piles électrochimiques. Donc comment, il nous reste à voir comment on peut déterminer le coefficient expérimentalement gamma moyen à partir de la force électromotrice des piles électrochimiques. Donc on cherche par exemple à déterminer gamma moyen d'une solution de HCl de cette pile-là. Donc je forme tout d'abord cette pile. Donc cette pile, cette chaîne électrochimique formée par l'assemblage d'une électrode à hydrogène, platine H2H+, et c'est une électrode de première espèce, et d'une électrode de deuxième espèce formée par un métal recouvert par le sel du même métal, le métal et son sel plongeant dans une solution contenant l'anion du sel. Donc ça c'est une électrode de deuxième espèce. Donc en combinant ces deux électrodes pour former cette pile électrochimique. Donc on suppose que le compartiment de gauche c'est l'anode, le compartiment de droite c'est la cathode. Donc à l'anode on a oxydation, donc j'ai 1,2 H2 ou H2, donc ça revient en même d'écrire. Donc il faut avoir généralement le même nombre d'électrons pour que je puisse simplifier les électrons de la réaction globale. Donc 1,2 H2 me donne H plus électron, donc EA égale à E0 de H plus H2 plus RT sur F, log période de l'activité de H plus sur la pression d'hydrogène à la puissance 1,5. Donc ça veut bien que la pression d'hydrogène est égale à une atmosphère des conditions normales. À la cathode, donc pour le cas d'une pile d'une électrode de deuxième espèce, on a AgCl plus un électron qui me donne de l'argent plus Cl-. Donc EC égale à E0 de AgCl Ag moins RT sur F log période de l'activité de Cl-. Donc normalement, le cas d'une électrode de deuxième espèce, la réaction globale c'est une combinaison, donc le potentiel, le cas d'une électrode de deuxième espèce est fixé par deux équilibres, un équilibre électrochimique entre Ag plus et Ag, donc Ag plus un électron qui me donne Ag, et puis un équilibre ionique entre AgCl, Ag plus et Cl-. Donc je combine les deux et j'aboutis à cette équation globale qui est la combinaison des deux que j'avais citées. Donc EC égale à E0 de AgCl, Ag moins RT sur F log période de l'activité de Cl-. Donc la force électromotrice c'est EC moins EA, donc c'est E0 de AgCl, Ag moins E0 de H plus H2, moins RT sur F log période de l'activité de Cl-, moins RT sur F log période de l'activité H+, sachant que la pression de l'hydrogène est égale à 1. Donc j'aboutis à cette expression-ci. Donc E est égal à E0 de AgCl Ag moins E0 de H plus H2 moins RT sur F log période de l'activité de Cl-, moins RT sur F log période de l'activité H+. Donc je peux alors, donc ça veut bien que log de A plus log de B, c'est log de A fois B. Donc je peux alors écrire que la force électromotrice est égale à la force électromotrice standard E0 moins RT sur F log période de l'activité de Cl- multiplié par l'activité de H+. Donc E est égal à E0 moins RT sur F log période. Donc vous remarquez bien que je peux remplacer l'activité d'un ion par son coefficient d'activité multiplié par la concentration. Donc A est égal à gamma I par Ci. Donc l'activité de H+,
c'est concentration de H plus gamma H plus, et l'activité de Cl- n'est autre que concentration de Cl- par gamma de Cl-. Donc E est égal à E0 moins. Donc vous savez bien que gamma moins par gamma plus est égal à gamma moyen à la puissance 2, puisque j'ai x égale à 1, y égale à 1. Donc normalement c'est gamma moyen à la puissance x plus y. Donc x égale à 1, y égale à 1, donc c'est gamma moyen au carré. Donc vous savez bien que log de gamma moyen au carré c'est 2 fois log de gamma moyen. Donc ça me donne moins 2 RT sur F log népérien de gamma moyen. De même pour la concentration de Cl-H+. Vous savez bien que HCl est un électrolyte fort totalement dissocié en solution. Donc si je mets C de HCl, je vais me trouver avec C de Cl- et C de H+. Donc à tout instant, la concentration de Cl- est égale à la concentration de H+, est égale à la concentration initiale de HCl. Donc je peux remplacer concentration de Cl- multiplié par la concentration de H+, par la concentration de HCl au carré. Donc, de même, concentration, log de C au carré, c'est 2 log de C. Donc, ça me donne moins 2 RT sur F, log népérien de concentration de HCl. Donc, je peux faire passer ce terme-là à droite. Donc, ça me donne E plus 2 RT sur F, log népérien de concentration de HCl, égale à E0 moins 2 RT sur F, log népérien de gamma moyen. Donc, je peux passer de log népérien au log décimal en remplaçant R, T et F par leur valeur, et je multiplie par 2,3. 2,3 RT sur F log népérien est égal à 0,06 à peu près log décimal. Donc si je remplace 2,3 qui est log de 10, vous savez bien que log de décimal de x est égal à log népérien de x sur log de 10. Log de 10 c'est 2,3. Donc log décimal est égal à 2,3 RT sur F log népérien. Donc si je remplace 2,3 RT sur F log népérien par 0,06 log décimal, ça me donne E0 moins 0,06 multiplié par 2, c'est 0,12 log décimal de gamma moyen. De même, à ce niveau-là, j'aurai donc E plus 0,12 log décimal de concentration de HCl est égal à E0 moins 0,12 log de gamma moyen. Donc, je me place dans le cas le plus simple, loi limite de Debye-Hückel, pour des valeurs de J inférieures ou égales à 0,01. J'ai log de gamma moyen égal à moins A, Z plus Z moins racine carrée de J. Donc, pour HCl, on a Z plus égale Z moins égale à 1. C'est le cas d'un électrolyte univalent. Donc, je reprends l'expression précédente. Donc, c'est E plus 0,12 log de concentration de HCl égale à E0. Donc je vais remplacer log de gamma moyen pour son expression. Ça me donne plus 0,12A Z plus Z moins racine carrée de J. Donc puisque Z plus égale Z moins égale à 1, ça reste alors plus 0,12A racine carrée de J. Donc si je calcule la force ionique de la solution de HCl, donc j'ai un électrolyte univalent. On avait bien dit que la force électromotrice d'un électrolyte AB tel que Z plus égale Z moins égale à 1 est toujours égale à la concentration de l'électrolyte. Donc J égale à C, concentration HCl. Donc que je parle de J ou de C, ça revient au même. Donc je réécris l'expression. J'ai E expérimental plus 0,12 log de concentration HCl égale à E0 plus 0,12A racine carrée de J égale aussi à E0 plus 0,12A concentration de HCl à la puissance 1 demi. Ben, si je considère Y comme étant égal à E expérimental plus 0,12 log de concentration HCl, donc ça c'est Y, égale à X plus B. Donc c'est l'équation d'une droite. Donc l'équation d'une droite, donc si je représente, donc ça c'est Y, ça c'est X, donc c'est racine carrée de J ou racine carrée de C, c'est X, donc ça c'est la pente, et ça c'est l'ordonnée à l'origine. Donc j'aurai une courbe de cette forme-ci. Donc vous voyez la courbe
une droite. Donc vous remarquez bien que le cas théorique, j'aurai une droite. Mais le cas expérimental, vous voyez bien que pour des concentrations faibles, j'ai concordance parfaite entre théorie et expérience. Mais pour des concentrations élevées, vous remarquez bien que je m'éloigne un peu de la droite. Donc j'ai des points un peu séparés de la droite théorique. C'est dû essentiellement aux interactions interioniques au sein de la solution. Donc si je représente E plus 0,12 log de concentration HCl en fonction de la racine carrée de J, j'aurai cette droite. Donc vous remarquez bien que si je fais tendre J vers 0, c'est-à-dire C vers 0, donc si je renvoie l'expression, donc si J tend vers 0, C tend vers 0, donc Y devient égal à E0, c'est-à-dire je détermine expérimentalement un point très important qui est la force électromotrice de la pile. Donc exactement à C égale 0, à J égale 0, j'aurai ce point très important qui est la force électromotrice de la pile. Pour chaque valeur, une valeur de C. Ben, si je fixe une valeur de C, je fixe une valeur de J, je peux à partir du tracé de la courbe déterminer une valeur de Y, qui est E plus 0,12 log de C. C'est-à-dire pour chaque valeur de C, chaque valeur de J, j'aurai une valeur de Y, qui est égale à E plus 0,12 log de C. Donc pour chaque valeur de J, on a d'après la courbe une valeur bien déterminée de E plus 0,12 log de concentration de HCl, d'où une valeur de gamma moyen. Ben, si je reprends l'expression précédente, donc j'avais dit que pour chaque valeur de J ou bien de C, j'aurai une valeur de Y qui est E plus 0,12 log de C. Donc je fixe une valeur de Y pour chaque valeur de C, pour chaque valeur de J. E0, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc pour chaque valeur de J, j'aurai une valeur de Y. C'est-à-dire que si je reviens un peu en arrière, pour chaque valeur de J, j'aurai une valeur de Y, je connais Y, je connais la valeur de Y, je connais E0, donc je peux déterminer gamma moyen. Donc ça, c'est la méthode expérimentale de la détermination de gamma moyen connaissant la valeur de la concentration ou bien de la force ionique de la solution. Donc pour chaque valeur de C, chaque valeur de J, j'aurai une valeur de Y. Donc j'aurai une valeur de Y bien déterminée pour chaque valeur de J. E0 étant la force électromotrice déterminée, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc je peux alors déterminer graphiquement ou expérimentalement la valeur de gamma moyen. Donc ça c'est la méthode, la troisième méthode de détermination expérimentale de gamma moyen. Autre type de pile. Donc, on avait parlé d'une pile classée qui est la pile Daniel. Donc, une pile, d'une façon générale, dans la méthode classique, c'est une combinaison d'électrodes de nature, donc normalement, de nature différente. Ils peuvent être du même type, même espèce, mais ils sont différents comme dans le cas de la pile Daniel. Je combine l'électrode de zinc plongeant dans une solution de Zn+, avec une électrode de cuivre plongeant dans une solution de Ci2+. Les deux électrons sont de première espèce. Donc une pile n'est pas obligatoirement constituée par l'association de deux électrodes du première espèce. Comme dans le cas de la pile Daniel, on peut associer une électrode de troisième type avec une électrode de premier type. Donc la pile n'est pas obligatoirement formée par deux électrodes de même type. Donc je peux par exemple faire combiner une électrode de premier type, comme Ag, Ag+, avec une électrode redox de troisième espèce, formée par l'électrode de platine, plongeant dans une solution contenant le chlorate, le perchlorate ferreux et perchlorate ferrique. Donc, vous remarquez bien que l'échange électronique dans ce type d'électrode se fait entre deux cations
du même métal au sein donc à l'interface de l'électrode de platine. Donc supposons que cet électrode se comporte comme anode et que l'électrode AgAg+ comme cathode. Donc à l'anode, j'ai oxydation, donc c'est le fer de plus qui va s'oxyder pour donner Fe3+ plus un électron. À la cathode, j'ai réduction, donc c'est Ag+ qui va se réduire pour donner de l'argent métallique. Donc pour que je puisse trancher, donc quel est le couple qui va imposer son oxydant réducteur? Il faut voir le potentiel normand. Le couple ayant la valeur la plus élevée de potentiel va imposer l'oxydant. Le couple ayant la valeur la plus faible de potentiel va imposer le réducteur. Donc E1, E anodique, c'est E0 de Fe3 plus Fe2 plus RT sur F log d'une période de l'activité de Fe3 plus sur l'activité de Fe2 plus. Pour l'électrode 2, donc E2 égale à E0 de Ag plus RT sur F log d'une période de l'activité de Ag plus, sachant que l'activité de Ag égale à 1, c'est un métal pur. Pour l'équation globale de la pile, donc puisque c'est le fer de plus qui se comporte comme réducteur, Ag+ comme oxydant, donc j'ai Ag+ plus Fe2+. Donc l'Ag+, donc c'est le fer de plus qui va libérer un électron, il va se transformer en Fe3+. L'électron libéré va être fixé par Ag+, qui va se transformer en Ag métallique. Donc E est égal, force électromotrice de la pile, c'est EC moins EA, donc c'est E2 moins E1, donc ce E0 de Ag+, Ag, moins E0 de Fe3 plus Fe2 plus RT sur F log d'une période de Ag+, moins RT sur F log d'une période de l'activité de Fe3 sur l'activité de Fe2 Ben, si vous faites le calcul, vous allez trouver une expression qui est affichée là. Donc c'est E0 de Ag plus Ag moins E0 de Fe3 plus Fe2 plus RT sur F log d'une période de Ag plus l'activité de Fe2 sur l'activité de Fe3 Donc si je remplace par la constante d'équilibre, ça me donne E égale à force électromotrice standard de la pile plus RT sur F log d'une période de 1 sur K, sachant que K est égal à l'activité de K, l'activité de Fe3 sur l'activité de Ag sur multiplié par l'activité de Fe2 Pile de concentration. Donc, comment on définit une pile de concentration? Donc, principe de fonctionnement des piles de concentration. Donc, quelle différence y a-t-il entre une pile classique et une pile de concentration? Donc, jusqu'à maintenant, on a toujours défini une pile comme étant une combinaison de deux électrodes de nature différente. Dans le cas des piles de concentration, on va définir des piles qui puissent fonctionner, qui puissent exister, formées par l'assemblage ou la combinaison de deux électrodes identiques. Donc, la différence réside uniquement en la concentration, soit d'électrolyte, soit à l'électrode. Principe de fonctionnement d'une pile de concentration. On va s'intéresser à la région limite où les deux solutions d'électrolyte sont en contact, qui peut être le siège d'une différence potentielle, non seulement lorsque les électrolytes sont différents, mais aussi lorsque qualitativement identiques, leur concentration est différente. C'est-à-dire, on peut former une pile électrochimique, on va nous intéresser à l'interface, donc au siège d'une différence potentielle à l'interface électrode-solution, donc qui sépare les deux compartiments, lorsque les électrolytes sont différents, mais aussi normalement lorsque j'ai des électrolytes différents, mais aussi on peut avoir une pile électrochimique avec des électrolytes identiques, mais lorsque qualitativement identiques, leur concentration est différente. Puisque les concentrations sont différentes, la pile a tendance à limiter à fonctionner, donc il va s'arrêter de fonctionner une fois que les concentrations C1 devient égale à la concentration C2. Donc le passage d'un ion d'une activité A1 à une activité A2 est utilisé dans la construction des piles de concentration. Ces piles sont constituées de deux électrodes identiques, quelle que soit l'espèce, premier, deuxième électrode à gaz, plongeant dans une solution d'activité différente. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que normalement, on peut toujours combiner deux électrodes de nature identique,
pour former une pile électrochimique, mais obligatoirement, les concentrations doivent être différentes de part et d'autre de la membrane. Donc, la solution concentrée tombe spontanément à se diluer, le travail mis en jeu par la dilution est transformé en énergie électrique. Donc, la réaction d'une pile de concentration est toujours une réaction de dilution, c'est-à-dire que je passe toujours d'une concentration élevée vers une concentration moins élevée. Donc, tant que la pile fonctionne, la concentration la plus élevée a tendance à diminuer jusqu'à qui va s'égaliser avec la concentration faible, et à ce moment, j'aurai la pile qui va s'arrêter de fonctionner puisque j'ai plus de concentration différente. La dilution peut être celle de l'électrode ou de l'électrolyte. Donc, la dilution peut être celle de l'électrode ou de l'électrolyte. On va voir les différents types de cas. On va commencer par la pile de concentration à dilution d'électrode et on passera par la suite à l'addition d'électrolyte. Pile de concentration à dilution d'électrode. On parle de le cas d'amalgame. L'amalgame, ce qu'on appelle un amalgame, sont les métaux, ce qu'on appelle des solutions solides, si on peut dire. Donc on a toujours parlé de solution, on sous-entend, lorsqu'on parle de solution, on parle de solution liquide, mais il y a aussi ce qu'on appelle des solutions solides. Ben, vous remarquez bien que dans le cas de mercure, ben, les métaux dans le mercure forment ce qu'on appelle des amalgames. Donc le plomb, lorsqu'il est mélangé avec le mercure, ils font un amalgame de plomb dans le mercure. Donc vous remarquez bien que l'activité du plomb, ça dépend de la quantité de plomb existant dans l'amalgame formé. Donc si je forme deux amalgames de plomb, donc dont à gauche j'ai un amalgame de Pb dont le mercure, l'activité du plomb est égale à 1, et à gauche et à droite, l'activité du plomb dans l'amalgame est égale à A2. Donc là j'ai dilution d'électrodes. Donc le métal d'électrode qui est le plomb amalgamé présente deux activités différentes. Donc les deux électrodes sont séparés par une solution de Pb et SO4. Donc si je me place dans le cas où A1 est plus grand que A2. Donc tout d'abord, la première étape consiste à identifier l'anode de la cathode. Donc vous savez bien que dans ce cas donc j'ai deux électrodes Pb, Hg, Pb2+, Pb, Hg, Pb2+. Donc quel est l'électrode qui va se comporter comme anode et quel est l'électrode qui va se comporter comme étant cathode? Donc puisque l'échange électronique se fait entre Pb amalgamé avec Pb2+, donc j'ai Pb2+, plus deux électrons qui me donnent Pb, Hg. Donc si j'écris le potentiel normal de ce couple, donc je symbolise par AI l'activité du plomb dans le mercure. Il peut être soit A1 lorsqu'il s'agit du compartiment 1, ou bien A2 lorsqu'on parle de compartiment 2. Donc EI est égal à E0 de Pb2+, Pb amalgamé, plus RT sur 2F, l'ordre période de l'activité de Pb2+, sur A1. Le premier cas, sur AI. Donc l'activité de Pb2+, donc il est la même pour les deux compartiments, donc il est constante. Donc vous remarquez bien que EI varie en termes de AI. Donc puisqu'il est inversement proportionnel à AI, donc plus l'activité AI augmente, plus EI diminue. Puisque EI est égal à E0, qui est constant, puisqu'il est commun pour les deux, plus RT sur F, sur 2F, log de l'activité de Pb2+, qui est égal à une constante, sur A1. Donc, E1 est inversement proportionnel à A1 et E2 est inversement proportionnel à A2. Donc, plus l'activité augmente, plus le potentiel EI diminue. Donc, puisque A1 est supérieur à A2, donc E1 va être inférieur à E2. Donc, E1 inférieur à E2, donc le compartiment 1 va se comporter comme étant anode, compartiment 2 va se comporter comme étant cathode. Donc, à l'anode, on a oxydation. Donc, j'aurai oxydation, donc c'est le Pb Hg qui va me donner Pb2+, plus 2 électrons. L'activité, c'est A1. Donc, compartiment 2 va se comporter comme étant cathode.
j'aurai Pb de plus 2 électrons qui va me donner Pb, le plan amalgamé d'activité A2. Je combine les deux demi-réactions, demi-piles, pour former la pile, l'équation de la pile. Donc je simplifie Pb de plus avec Pb de plus, 2 électrons avec 2 électrons. Donc j'aurai le plan amalgamé qui va passer de l'activité A1 supérieure à l'activité A2 inférieure. Donc toujours, la réaction d'une pile de concentration, c'est une réaction de dilution. Daïman, on passe de l'activité supérieure vers l'activité inférieure, ou bien de pression supérieure vers la pression inférieure. Donc, puisqu'il s'agit d'une réaction spontanée, delta G doit obligatoirement être inférieur à 0. D'après cette équation, il n'apparaît de modification chimique, il y a tout simplement passage du plan d'une activité A1 supérieure à une activité A2 inférieure. Donc c'est tout ce qui se passe. Donc tant que A1 est différent de A2, la pile fonctionne. Lorsque A1 devient égal à A2, la pile va s'arrêter de fonctionner, puisque j'aurai une force électromotrice qui devient égale à 0. Donc si on écrit les potentiels des deux couples, donc j'aurai compartiment 1, E1 égale à E0 de Pb2 plus Pb, amalgamé plus RT sur 2F, de l'activité de ABB2 sur A1, pour E2 de même sur A2. Vous remarquez bien que la différence réside tout simplement en A et A2. Donc la force électromotrice c'est EC moins EA. Donc il s'agit du même couple. Donc E0 va simplifier. Donc la force électromotrice devient donc égale à RT sur 2F, log népérien de l'activité de Pb2 sur A2, moins RT sur 2F, log népérien de l'activité de Pb2 sur A1. Donc, qui s'écrit sous la forme de RT sur 2F, log népérien de A1 de l'activité du plan, dans l'amalgame du plan compartiment 1, sur A2. Donc, la pile a tendance à fonctionner de telle sorte à avoir un delta G inférieur à 0, c'est-à-dire une force électromotrice supérieure à 0. Donc, puisqu'on a supposé que A1 est plus grand que A2, donc E va être positif, c'est-à-dire que E2 doit être supérieur à E1. Donc, la particularité de ces piles de concentration, dilution d'électrodes, ce qu'on appelle les solutions sont des solutions idéales, c'est-à-dire solutions idéales. C'est-à-dire que si je fais le calcul de la force électromotrice en utilisant activité ou concentration, je retrouverai les mêmes résultats. C'est-à-dire que le coefficient d'activité fait le cas des piles de concentration à dilution d'électrodes est sensiblement égal à 1. C'est-à-dire que on constate que les solutions des métaux, dont le mercure, le cas de l'amalgame mercure, sont des solutions idéales. La force électromotrice de ces piles est toujours correctement calculée lorsque l'on utilise la concentration à la place de l'activité. Donc, normalement, si j'utilise C1 au lieu de A1, C2 au lieu de A2, je retrouve la même valeur, c'est-à-dire que les solutions sont des solutions idéales. C'est-à-dire que je néglige les interactions interioniques au sein de la solution. Donc, un exemple similaire. Donc, vous remarquez bien que je combine deux électrodes, donc j'ai deux électrodes identiques. Donc j'ai P1, P2, donc vous remarquez bien que j'ai dilution d'électrodes, donc je joue sur les pressions d'hydrogène à gauche et à droite. Donc c'est exactement la même procédure. Donc je suppose que P1 est plus grand que P2, donc c'est le compartiment 1. Donc de la même manière, j'identifie l'anode de la cathode qu'on avait fait tout à l'heure. Donc j'écris que H2 va passer de la pression P1, donc 2H plus 2 électrons, compartiment 2 cathodique, donc 2H plus 2 électrons qui donne H2 de pression P2. Donc la réaction globale, je simplifie H plus avec H plus électron avec électron, j'aboutis à une mole de H2 d'hydrogène diatomique qui va passer de la pression P1 à la pression P2. Donc ça veut dire que la réaction est toujours une réaction de dilution. Je passe toujours de la pression supérieure vers la pression inférieure. Delta G est inférieur à 0. Donc j'écris la force potentielle de l'anode. Donc c'est E0 de H plus H2 plus RT sur 2F log de l'activité de H plus au carré sur P1.
E2 à la cathode, c'est E0 de H plus H2 plus RT sur 2F, log népérien de l'activité H plus au carré sur P2. Donc la force électromotrice, donc c'est EC moins E, EA. Donc c'est E2 moins E1, c'est RT sur 2F, log népérien de P1 sur P2. Donc je m'arrête à ce niveau pour entamer la partie concernant la pile concentration à dilution d'électrolyte.